Swear. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au podcast La Sueur. In real life. Avec chez les amis. Avec monsieur... Oh, ça suffit. Putain, avec monsieur Polydopso, monsieur Rod, on va commencer tambour battant par Preview Ngannou, Junior Dos Santos qui s'affronte le 29 juin prochain à Minneapolis. Messieurs, vraisemblablement, le vainqueur aura le prochain title shot. Alors, Ross, qui a énormément taffé le sujet, toi, comment vois-tu le combat ? Alors, bon, je pense que là je vais enfoncer les portes ouvertes et je vais laisser le taulier nous parler de tout ça, mais bon, en gros, les dernières sorties de Dos Santos sont quand même assez impressionnantes du point de vue de... de toute façon, la puissance, il l'aura toujours, mais là, il est vraiment maintenant capable de outpointer d'abord ses adversaires, et une fois qu'il a trouvé l'ouverture, il arrive à mettre je sais pas pourquoi je regarde ça vous parle, mais il est capable de trouver l'ouverture. C'est impressionnant ce qu'il a fait contre Ben Roswell, même si c'était vraiment du point fighting pour le coup, et contre Derek Lewis, il a été capable de vraiment... Contre Blago Ivanov aussi. Et Tai Tuivasa. Parce que là, ces derniers combats, c'est Tai Tuivasa, Blago Ivanov. C'est Blago Ivanov, Tai Tuivasa et Derek Lewis. Mais non, soit c'était... Putain, je suis vraiment méchu. Non, c'est pas il y a 3 ans. Mais je vous ai dit que j'étais... Mais après, Ben Roswell, c'était quand même un très beau combat. C'était à Zagreb en 2007. C'est là où je voulais en venir. Et là où Francis Ngannou avait affronté pour la première fois Curtis Blades. Et c'est sûrement là-dessus que tu voulais faire une transition. Exactement. Et donc, voilà, de toute façon, en fait... Je vais vous dire, tout simplement. En fait, voilà, le fond de ma pensée, c'est que je pense qu'on va avoir... Dos Santos est peut-être plus tactique et peut-être plus technique aussi. Il a peut-être un arsenal plus divers qu'Ngannou. Ngannou, il utilise... déjà, Dos Santos utilise ses jambes beaucoup plus. Il a plus d'armes, il me semble. Sauf que je pense qu'en fait, on va avoir peut-être un Junior Dos Santos qui sera meilleur au niveau technique, sauf que je pense qu'il va se faire choper. C'est sur 5 rounds et je vois très mal Dos Santos pendant 5 rounds à un moment donné ne pas se faire clipper. Et tu peux pas te faire clipper par Ngannou en fait, c'est soit tu meurs, soit tu survis, mais tu peux pas te faire clipper. Et monsieur Polydopso, auteur, le fameux auteur de la nouvelle Junior Dos Santos, une balade cigane. Oui, c'est vrai. Va vous parler de ce combat. Et d'ailleurs, pour rendre justice à Rust, je me souviens que après cet event où justement Dos Santos avait outpointé Rothwell et que Francis Ngannou avait battu Blades par TKO au round 2, Rust avait dit c'est marrant, faut que tu vois, Ngannou c'est une sorte de nouveau Junior Dos Santos. Et c'est vrai que ce combat, c'est un peu une passation de flambeau quand on réfléchit, parce que là, on est sur la dernière cavalcade de Junior Dos Santos, je pense. Bon, après, on est toujours en heavyweight, donc il y a des sursauts, il y a toujours des comebacks, quoi. On s'est fait juste que vous sachiez le top 100 des poids lourds là de MMA. Ça pique les yeux. mais c'est vrai que tu disais justement que Junior Dos Santos, il a de la puissance. Et de toute façon, c'est ce qui part en dernier, en général. Dans les sports de combat, la technique se simplifie avec le temps et la vitesse et la réaction diminuent et la résistance surtout diminue. Je pense que c'est le principal problème de Junior Dos Santos dans ce match-up-là. C'est qu'à une époque où Dos Santos, il avait une résistance légendaire. Où on se disait c'est impossible de le mettre KO. Il prenait des coups de Shane Carwin et il les prenait, il n'y avait pas de problème. Et il y a eu les deux guerres avec Ken Velasquez, avec aussi des combats pas faciles contre Miocic, qui a été une guerre, mais aussi contre Mark Hunt. Donc il y a eu une succession comme ça où il a accumulé du dégât. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'est pas chini non plus, il n'a pas une mâchoire en verre, mais on sent qu'il est plus fébrile. Dès qu'il prend des coups, il est quand même plus résistant que la moyenne parce qu'il a pris des coups de Derek Lewis et ça allait. La tour ne s'est pas effondrée. Et pareil contre Tuivasa, il a été coincé 2-3 fois contre la cage. Même contre Blago Ivanov, parce que ça a été jusqu'à la décision. Donc on va dire contre le poids lourd moyen, voire même un peu plus que moyen, parce que quand même Tuivasa, on va dire au niveau de la puissance, il s'en sort bien. Au niveau de la résistance, il peut prendre des coups. En revanche, c'est certain qu'il pourra pas prendre beaucoup de coups de Ngannou. Ça c'est certain, parce que même des
gens qui ont une bonne résistance, je pense, ne peuvent pas prendre beaucoup de coups de Ngannou. Donc effectivement, ça va être un numéro de funambuliste pour... de funambule, ouais. Somnambuliste, j'ai fait un mélange. De funambule, il va être sur le fil du rasoir pendant les 5 rounds. Ouais. Et ça va être complexe en fait à gérer. Je suis d'accord avec toi en fait. Je pense que techniquement il est meilleur. Meilleur, plus complet. Parce qu'il y a des choses que Ngannou fait mieux que Dos Santos. Et peut-être la chance qu'a Junior Dos Santos, c'est que Ngannou, c'est pas vraiment quelqu'un qui met vraiment la pression. C'est pas quelqu'un qui agresse beaucoup. Il attend et il contre. Et on a déjà vu Ngannou, par exemple, contre Derrick Lewis, ne pas savoir quand déclencher en fait ses actions. Je pense pas que ça va se passer comme ça parce que Ngannou là il a une bonne confiance en lui et il est sur un bon run là, Curtis Blade et quand même Cain Velasquez. S'il vous plaît, les deux combats en tout moins de 10 minutes dans l'octogone. Excusez du peu, ouais. Et donc je pense qu'il sera assez confiant. Là pour le coup il faudrait encourager Ngannou à faire ce qu'il a fait contre Stipe Miocic. Ouais, il avait dit de ne pas faire contre Stipe Miocic, c'est-à-dire de foncer dans le tas. Là, il aurait tout à gagner à le faire contre Junior Dos Santos. Ouais. Mais c'est vrai que pour revenir sur ce que tu dis, on n'a jamais vu encore de Ngannou contre un mec qui a un in-and-out aussi efficace et un mec qui est vraiment capable d'être évasif pour un poids lourd avec un super footwork. On l'a pas encore vu ça contre Ngannou. Donc pour le coup, même si je reste avec personnellement Ngannou par KO probablement ou troisième round, ça va être vachement intéressant quand même. S'il se fait pas clipper les premières minutes, c'est quand même si c'est le monde d'Ngannou, enfin le striking, bon ça fait longtemps déjà qu'il a pas affronté un vrai striker pur dans le sens où il sait que ça ira essentiellement en striking, mais je suis quand même curieux de voir comment est-ce qu'il fait contre un mec aussi complet et avec un in and out aussi efficace. Vraiment, ça va être intéressant. Moi, je pense qu'en vérité, c'est pour ça que je dis Ngannou a tout à gagner à foncer dans le tas parce que les défauts de Junior Dos Santos, on les connaît, c'est quelqu'un qui recule très rapidement. Et pas de façon judicieuse. Et en ligne droite contre la cage. Qui n'a jamais su résoudre ça. Oui, non, il s'est amélioré, mais vraiment à la marge. Maintenant, dès qu'il touche la cage, il sait qu'il faut sortir. C'est justement contre Blago Ivanov, il faut regarder derrière lui. Mais oui, voilà, il jette des regards dans la cage. Et c'est vrai qu'il a jamais réussi à solutionner ce problème. Et en fait, t'as pas besoin d'avoir le jeu de Golovkin pour pousser Junior Dos Santos contre la cage. Donc c'est vrai que Ngannou, il aurait tout intérêt à agresser, vraiment à rentrer dans le tas. Mais je pense qu'il le sait, à mon avis. Parce que même Fernand aussi. Parce que, je pense qu'ils s'entraînent pas avec Fernand Lopez, ils s'entraînent uniquement aux États-Unis. Uniquement avec Dewey Cooper. Parce que justement, Francis a cette confiance pour ce combat-là, où il se dit vraisemblablement, je vais pouvoir me contenter. Mais au-delà de ça, c'est vrai qu'il faut pas non plus sous-estimer Junior Dos Santos. Ouais. Et parce que je pense que sur la phase, on va dire, au milieu de l'octogone, certes, Junior Dos Santos peut se faire éteindre sur n'importe quelle technique, mais je crois que Ngannou n'a pas combattu pour le moment quelqu'un qui était aussi bon dans l'agression. Parce que on a tendance à oublier, mais Junior Dos Santos c'est un bon boxeur quand c'est lui qui mène la danse. Il a de très bons setups avec son jab et il va varier les niveaux pour ensuite installer son bras arrière. Et Ngannou, il a pas, parce que même Stipe Miocic, il a pas ce genre en agression, et Ngannou, il a jamais rencontré ça. Et le problème, c'est que Junior Dos Santos, il envoie quand même grave, très très fort. On l'a vu, il a mis KO Derrick Lewis. Donc c'est curieux. Moi, je suis curieux de voir ce que ça va donner parce que je pense que sur les premiers instants du combat, on aura peut-être l'occasion de voir Ngannou rencontrer une nouvelle difficulté qu'il n'avait pas rencontrée. Et peut-être se prendre des jabs à répétition au corps et tout, et ça peut peut-être le phaser un peu. Et voilà, bon, si ça se termine pas au premier accrochage où il y a un coup qui passe et Junior Dos Santos est éteint, mais c'est vrai que je suis curieux de voir ce qui va se passer, et même s'il se fait toucher par Junior Dos Santos, comment est-ce qu'il va récupérer, parce qu'il envoie quand même Junior Dos Santos. Cela dit, Miocic aussi, donc on sait que Ngannou a un bon menton. Je pense qu'il envoie plus fort que Miocic. Moi je pense qu'il frappe vraiment différemment. En fait, d'ailleurs, tu te souviens, c'est Dos Santos jamais non plus vraiment livré dans le combat. Ouais, mais il en a mis des bonnes. Oui, complètement. Et surtout, c'est Miocic lui-même qui disait que non, c'est Dos Santos qui disait à propos de Miocic, c'est le mec qui frappe le plus fort que j'ai jamais rencontré. Et après qu'il a rencontré Mark Hunt et tout ça, et en fait, c'est ce qu'on l'a déjà plusieurs fois, mais Miocic, c'est juste un gars, c'est comme Carwin en fait. Ok, il est pas explosif et tu sens que le mouvement, c'est pas boum, un mouvement élastique, etc., un fouet, mais juste c'est une brique en fait. Du coup, c'est pas la même manière de recevoir un coup, je pense, quand t'es contre Dos Santos et Miocic, mais frapper aussi dur, je pense qu'il frappe aussi dur l'un que l'autre.
Bon, messieurs, on ne le saura Mais jamais. oui, juste, il y a un truc quand même que je voudrais rajouter, vite fait. J'ai vu les interviews de Ngannou là récemment. Je pense que c'est du trash talking gratos. Oui, complètement. Mais il a quand même dit qu'il ne croyait absolument pas à la ceinture noire de jiu-jitsu brésilien de Dos Santos. Et il a fait un peu une Chelsonen contre Nogueira en disant est-ce qu'il a eu dans une pochette surprise. Limite, il a quasiment dit mot à mot. Hein. Et il a fait ouais, je pense que si on fait du jiu-jitsu, je serais capable de soumettre Junior Dos Santos 2 fois par round. Alors, ça, je sais pas. Je sais pas, à voir. Bon, après, à la Lui seul décharge, le sait. à la décharge de Ngannou, on n'a jamais vu Junior Dos Santos dans des phases au sol. C'est vrai, parce qu'il a un tellement bon footwork qu'il est difficilement mettable au sol, sauf quand il est contre un mec comme Cain Velasquez. Mais même, il se relève très facilement aussi. Il se lance pas dans des techniques de soumission. Mais justement, je me demande si Dos Santos aura peut-être pas un game plan à base de ok, on strike à distance et de temps en temps des petits takedowns. Bah, c'est la meilleure chose à faire. Alors, messieurs, Francis Golovkin contre Junior Dos Santos pour place au pronostic. Va-t-on faire plaisir à Black Hammer? Le suspense est à son tour. Ah oui, bah. Monsieur Poulidomso. Chouchou, hein. Non, mais alors. En fait, je pense que du point de vue de la raison, vraiment, il faut parier sur Ngannou. Ouais. Là, pour le coup, tout est bien aligné pour qu'il gagne. Ouais. Normalement, parce qu'on est vraiment sur une fin de carrière pour Junior Dos Santos. Même s'il y a encore, tu vois, un vieux lion, mais toujours un lion. Hein. Ça, c'est clair. Après, j'ai un très mauvais pressentiment. Pour Ngannou ? Pour Ngannou, ouais, j'ai un très mauvais pressentiment. Ça fait un moment qu'il le J'ai peur que s'il ne rentre pas dans le tas directement au début en agressant et s'il essaye de faire ce qu'il fait d'habitude, c'est-à-dire attendre le contre pour placer le contre, j'ai peur qu'il prenne un risque qu'il n'a pas besoin de prendre en fait contre Ngannou. Je pense que s'il fonce dans le tas, il a 90% de chances de gagner dans les 2 rounds en fait contre Junior Dos Santos. S'il reste à distance, c'est du 50-50 pour moi. C'est-à-dire soit il touche et il gagne, soit c'est Junior Dos Santos qui trouve l'ouverture. Et honnêtement, je sais pas ce qui va se passer à ce moment-là. Je peux pas dire Junior Dos Santos va éteindre Ngannou, hein, mais il peut. Il a la capacité quand même parce qu'il tape quand même super fort et on n'a jamais vu Ngannou réagir à prendre des coups qui le sonnent vraiment. Ouais, c'est vrai. Et ça c'est une inconnue. Il peut se révéler avoir un mental en airain et se relever et faire face à l'adversité, mais en fait on le sait pas. Donc moi, c'est pour ça que j'ai un mauvais pressentiment, parce qu'il y a une inconnue dans l'équation. Alors que Junior Dos Santos, on sait que même quand il prend des coups, même quand il va au sol, il va se relever, il va revenir, et il faut vraiment que tu le termines. Cela dit, contre Miocic, quand même, il a été très très mal en point, et il a jamais abandonné, et même au 4ème, il continue à avancer. Il a jamais pris de coups durs contre Miocic. Quelques-uns, mais pas qu'ils l'ont sonné, c'est vrai. Il a jamais mais des coups durs, il en a pris. Il était, en fait, si tu veux, il s'est cramé contre Miocic, et c'est une des pires sensations. Hein. Je retire à rien son effort, parce que quand t'as plus d'énergie et que tu sais que tu dois retourner, surtout le 4ème round, c'est quoi, 88 coups encaissés, 3 donnés. Enfin, c'est. Oui, non, c'est alors, il a le mental pour tenir dans une situation où les choses vont pas en sa faveur. Moi, c'est qu'est-ce qui se passe quand il est sonné en fait. Ouais. Et ça, c'est une expérience qu'il faut l'avoir vécue. Tu peux pas savoir tant que tu l'as pas vécu. Donc moi, je me dis, s'il rentre pas dans le tas comme ça, en faisant jouer son physique et en capitalisant un maximum sur les défauts de Junior Dos Santos, et qu'il essaye de faire pour le coup du Ngannou qui marche, ce que je lui conseillerais de faire dans 90% des autres cas, il prend un risque. Et là, pour le coup, j'ai mauvais pressentiment pour Ngannou, parce que je suis fan d'Ngannou, évidemment. Et parce que Junior Dos Santos, il est pas mauvais quand même. Ouais. Il est vraiment pas mauvais. Alors, Rust. T'as pas donné le. Alors, prono quand même Ngannou. Ngannou, KO, deuxième round. Ouais, moi je mets Ngannou KO 3ème. Ouais. Je pense qu'on va avoir des beaux moments de Junior Dos Santos où il va réussir à bien outpointer les coups au corps, etc. Mais il va se faire. Je vois pas comment il peut ne pas se faire catcher. S'il ne se fait pas catcher avant. Attrapé par Dos Santos, mais je pense quand même il a un tellement bon menton que je vois mal Ngannou se faire one punch knocked out, tu vois. J'ai du mal, du coup. Moi, je sais pas, en fait, la façon dont je vois les choses, c'est que le risque qui risque d'arriver, c'est que je pense qu'Ngannou est super efficace dans les 2 premiers rounds. Vraiment, on est tous d'accord pour dire ça. Et le problème, c'est que s'il se fait attraper dans les 2 premiers rounds, il sera peut-être pas KO, mais ça va lui cramer en fait son potentiel offensif. Et après, ça va être les 3 derniers rounds seront très très longs. Ouais, les 3 derniers rounds très lents. Où on aura peut-être un genre de Derrick Lewis, mais sauf que avec un. Et oui, voilà. De toute façon, Francis n'a jamais gagné de combat après le 3ème round. Enfin, après le 2ème round même.
Ouais, non, mais le truc, En c'est carrière. que je vois pas. En fait, si je vois Junior Dos Santos gagner, effectivement, je le vois pas gagner par KO, mais je le vois bien gagner par décision au moment où il aurait installé Ouais. une Ouais. suprématie mentale sur Ngannou Complètement. dès les 2 premiers rounds. Parce que je pense que passer les 2 premiers rounds, en revanche, ça va être vraiment Bah compliqué. oui. Parce que si on passe les 2 premiers rounds, ça veut C'est dire vrai que ça n'a pas fonctionné. que Junior Dos Santos s'est pas fait mettre KO. Ouais. C'est-à-dire que Ngannou n'arrive pas à le toucher correctement. C'est vrai que effectivement, et on peut imaginer un scénario où sur les 3 derniers rounds, en gros, c'est Dos Santos qui le outpoint comme il a fait avec Ben Roswell. Il y a des grosses alertes de temps en temps, comme un peu comme contre Miocic quand Ngannou revenait de temps en temps avec un truc un peu sorti nulle part, mais cruiser jusqu'à la décision, genre peur au ventre, mais jusqu'à la décision quand même. C'est vrai qu'on peut l'imaginer aussi. Après, Dos Santos n'a pas le menton de Stipe Miocic. Mais pour ma part, moi. Non. Bah, on sait pas. Ah non plus. Dos Santos. Dos Santos. Ah, Dos Santos, pardon. Ah, oui, tu ok. pensais qui Ngannou. Ah oui. Non, Ouais. c'est vrai qu'on ne sait pas. Oui. Je suis en train de penser à un truc. Là, Oui. il s'enregistre, c'est quoi le son? Oui, c'est enregistré. Ok, C'est tout à fait. Excuse-moi, non, je voulais juste être sûr. Et donc bref, pour ma part, ouais, je pense Ngannou fin de première round. Le seul truc qui un petit peu éventuellement m'angoisse un peu, c'est un petit excès de confiance, comme il y a eu finalement contre Stipe Miocic, où là le côté dire j'ai pas non plus besoin de faire non, je vais faire ça tranquille de mon côté avec Ouais, mon ça, Cooper. c'est pas très rassurant. T'as ça. pas, enfin c'est un très bon coach, hein, mais c'est vrai que je pense qu'il a pas ce côté technique. Oui, et technicien puis on sait pas ce qu'il vaut en tant que head Fernand coach. Lopez. Complètement. D'où il Bah, fait peur. et puis pour l'instant, les exemples de Francis quand il était vraiment implanté au Nevada, c'était la période qui était un petit peu plus compliquée pour lui. Mais en tout cas, j'espère que ça va bien se passer et qu'ensuite, quand il y aura le title fight, il reviendra au MMA Factory à Paris pour préparer ça comme il se doit. Messieurs, pour finir sur ce combat, est-ce que vous pensez ensuite que peu importe le vainqueur, il méritera le title shot? Parce pour rappel, à l'UFC 241, donc en août, c'est Stipe Miocic, Daniel Cormier 2. Cormier a dit qu'il allait sûrement prendre sa retraite. Voilà. Ouais, non, je pense qu'il y a personne d'autre. Bah ouais. Si on en suit le classement qu'on a regardé juste avant, il y a vraiment Mais personne Ross, d'autre. t'avais quelqu'un, je crois. Alors oui. Donc non, évidemment, il n'aura pas le prochain title shot, mais parfait, super transition. Ce week-end, il y avait donc l'UFC Korean Zombie. Ah mais non, versus c'était pas Moicano. celui-là. Ah merde, ah oui, non, c'était mais qui, toi c'était un autre que t'avais remarqué, une petite pépite. Ah, Enfin bref, bon. moi je pensais à Oui, Jairzinho. complètement. Rosenstruck, mais c'est lui, non? Mais non, c'était pas lui. Mais bref, donc il y a Jairzinho En tout cas, Rosenstruck. regardez, il a gagné en 9 secondes. Ouais, un super highlight. Oui, donc il s'est imposé en 9 secondes. Donc la transition, c'est ce week-end, c'était l'UFC Greenville. Greenville. Avec Korean Zombie qui affrontait Renato Moicano. Donc Korean Zombie qui avait lui-même choisi Renato Moicano parce qu'il avait fourni une petite liste d'adversaires à l'UFC. Il avait dit parmi les mecs classés au-dessus de moi, lui je l'aime bien. Et Dana White lui avait dit ok, comme tu avais affronté à Rodriguez en plus ou moins short notice, eh bien on te Ce qui est donne d'ailleurs, je rebondis sur ce propos, c'est vraiment la bonne façon de faire. Ouais, complètement. Petit conseil à tous les combattants, parce que Dana White l'avait dit et Chael Sonnen l'avait dit aussi. Quand on gagne un combat, faut pas faire je vais prendre celui qu'on m'envoie. Non, faut avoir sa petite liste de noms. Ouais, il faut la donner comme au Père Noël façon avant le Arya 24. Stark. Exactement. Et, Exactement. exactement. Ouais, oui, parce que pour revenir sur ce que disait Chael Sonnen disait si tu ne montres pas d'intérêt, en fait, les gens n'auront pas d'intérêt pour ce que tu lui fais non plus. C'est con, mais c'est vrai. Et donc, généralement ça effectivement, marche. Généralement ça marche quand quelqu'un demande un nom en particulier. Alors, sauf quand tu dis je veux Conor McGregor ou un truc comme ça. Bon, là, on dit même pas en rêve. C'est comme quand tu demandais la PlayStation 2 à Noël et que t'avais pas un bon bulletin. On disait non, Ouais. c'est mort. En revanche, si tu dis Renato Moicano, des trucs comme ça, on va te le donner. Surtout que Korean Zombie est quand même un bon client pour l'UFC puisque chacun de ses combats, dans la victoire comme dans la défaite, il apporte le show. Ouais. Il permet d'avoir des highlights pour l'organisation. Ah non, Généralement, c'est parfait. Hein. c'est synonyme de bonus. Donc la Renato Moicano, il a fini en 58 secondes. Exactement, sublime. Ouais. Rose va vous raconter un peu ce Ouais. combat et puis surtout moi quand même bravo Moicano pour ne pas s'être éteint juste après ce parcours Après d'espace. lui D'avoir été toujours conscient quand Oui, même. oui, voilà, complètement. oui, après c'est pas vraiment de sa faute, c'est-à-dire qu'il a pas Non, choisi je de rester dis- conscient. je dis mais- bravo. Enfin, quand même de pas s'être. Enfin, c'est pas de sa faute effectivement. Enfin, c'est pas de sa faute. C'est-à-dire que Il c'est pas a lui pas qui choisit. choisi. Oui, Ouais. complètement. Mais oui, c'est-à-dire voilà. qu'il a quand même un bon menton. Exactement. Ouais, en fait, la séquence de finition. Pas de son fait. Ouais. Quoi? Enfin, ouais, pour Ouais. La séquence de finition, elle est vraiment, elle est sublime, elle est très technique, mais c'est juste que Moicano, en fait, il jabait, j'ai trouvé de façon un peu flemmarde. Il faisait un jab qui était pas aussi rapide Incisif. et percutant que d'habitude, parce que Moicano est connu pour son jab quand même à la base. notamment sur Cub Swanson. Notamment sur Cub Swanson. Et là, je sais pas, il l'a fait un petit peu genre de façon flemmarde, sans même trop faire de mouvement de tête, juste boum, je l'envoie. Ouais. Sauf qu'en fait, Korean Zombie, c'est la raison pour laquelle c'est un des meilleurs du monde, c'est que
ce genre de merde, il est capable de le timer en fait. Et au bout de quelques fois, il a réussi à, sortir sa tête de l'angle du jab. En même temps, il est venu avec un espèce d'overhand. Tu sais à quoi ça m'a fait penser? Ça m'a fait penser, pour ceux qui connaissent, au KO qu'il avait mis contre Marco Minic en je me souviens plus. 4 secondes. Mais oui, c'est vrai. C'était pareil, Et c'était oui, sur putain. un jab et il était reculé, il l'avait timé comme ça. Et c'est sublime, c'est au niveau. Vraiment, c'est sublime parce que vous sentez en fait dans la vidéo quand il montre au ralenti que vraiment, c'est tellement pas du hasard. Korean Zombie attend que Moïcano commence son geste en fait. Il lit le langage corporel, il l'engage au même moment son contre parce qu'il sait exactement ce qu'il va faire et c'est déjà terminé en fait. Parce qu'après, ok, il y a du ground and pound et il est pas inconscient tout de suite. Et la petite tentative de soumission, moi j'ai vraiment apprécié le sang-froid, on va dire, de Korean Zombie. Face à justement. Mais parce que comme on disait, il n'était pas mort. Exactement. Enfin, mais il a un bon Korean Zombie, il a un bon sens du finish quand même. Dès qu'il sent c'est que, naturel. Et il peut trouver des trucs un peu ouf. Il avait quand même passé un twister contre Leonard Garcia. C'est quand même là pour le coup, tu parles de sang-froid, c'est ça, d'analyser la situation en disant bon. Parce qu'il y a plein de gens, par exemple, quand ils sentent que le mec est blessé, ils vont commencer à faire du grand end pound, pas forcément utile, ils vont se cramer et finalement ils vont laisser passer l'opportunité. Alors que Korean Zombie, il a toujours suffisamment de recul pour se dire attends, là il vaut peut-être mieux que je fasse une transition, faire une vraie sélection, que je me mette dans une meilleure position pour le frapper et tout. Et donc c'est vrai qu'il a ce sens-là du c'est un vrai vétéran. Pour le coup. Et donc là, vétéran, 15-5 bilan en carrière, 5-2 à l'UFC, et là qui veut maintenant Jeremy Stephens toujours donc en featherweight, un combat qui fait plaisir aux fans. C'est parfait. Alors là, c'est parfait. En plus, moi j'aime bien parce que Jeremy Stephens, en fait, on sait ce qu'il apporte sur la table et on sait la façon. Il pose une question. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Mais c'est typiquement ça. C'est le combattant qui a des attributs et en fait, il y a quand même une blueprint, enfin une trace pour le battre. Tous les gens qui l'ont battu à peu près de la même manière, Exactement. c'est-à-dire en se déplaçant et en cassant les angles, en pivotant et en sortant de la ligne de frappe. Magomed Sharipov qui a fait exactement ça. Et en fait, ça marche très bien parce qu'il a vraiment beaucoup de mal à enfermer son adversaire et à se replacer pour frapper. Il rentre en ligne droite et il peut passer des rounds entières et se remettre en position pour frapper sans frapper. C'est un peu comme un tank qui peut pas frapper en mouvement. En fait. Il peut pas bouger la tourelle et en même temps. C'est ça. Grave. Et donc on pourrait se dire donc Korean Zombie pourrait faire ça et ce serait pas un super combat. Sauf que Korean Zombie il va au charbon. Donc ça va être un combat super intéressant pour ça. Ça va être sublime. Il va pas prendre la voie facile pour battre Jeremy Stephens. Ça s'annonce passionnant. Ah ouais, ça va être. Et puis il aurait pu avoir une superbe transition avec le Bare-Knuckle FC avec Leonard Garcia qui va bientôt affronter Jason Knight, mais non, nous avons loupé ça puisque donc ce week-end il y avait Paulie Malignaggi contre l'ami Artem Lobov aka le GOAT. Bien évidemment c'est une plaisanterie parce que donc Artem Lobov qui est surtout connu pour être le sparring partner et coéquipier de Conor McGregor, qui commence à se faire sa propre carrière. Oui, c'est vrai que toujours grâce à McGregor parce que Malignaggi Artem c'est quand même grâce à Conor. Donc ce combat se faisait au Bare-Knuckle FC, donc Paulie Malignaggi, ancien champion du monde de boxe, qui est aujourd'hui maintenant analyste et puis qui est aussi connu lui pour le coup un peu grâce à Conor McGregor des fans entre guillemets qui regardent le sport de loin pour avoir fait les fameux sparring en amont du combat Mayweather-McGregor. Il y avait eu tout ce qui avait fuité, vous vous souvenez. Donc il y a eu ce combat là, Artem Lobov s'est imposé par décision unanime à la surprise quasi générale. Alors ça confirme que le bare-knuckle ça n'a rien à voir avec la boxe. Parce que ce qui s'est passé vraiment, c'est ce qui s'est passé pour tous les pro-boxeurs qui sont passés au bare-knuckle. C'est qu'au bout du deuxième ou troisième round, Paulie Malignaggi s'est pété la main et donc à partir de là, il a boxé en manchot pendant le reste du combat. Parce qu'il y a vraiment eu un avant-après. Vraiment sur les deux premiers rounds, mais même après, il a pas pris beaucoup de coups, il s'est bien démerdé. Parce qu'il est meilleur boxeur. C'est même pas comparable. Artem Lobov, c'est pas un très très bon boxeur. Mais justement, on t'enlève une arme, t'en as plus qu'une après pour gérer, c'est compliqué quand même. Et c'est pour avoir vu quelques événements du Bare-Knuckle FC, c'est tout le temps ce qui se passe. À chaque fois qu'il y a un pro boxeur, ils frappent, ils se pètent la main parce qu'en fait ils ont pas l'habitude de frapper. Faut savoir que quand t'as des vrais gants genre 14 oses ou 12 oses, en fait t'es comme ça dans les gants et tu t'es jamais vraiment. Déjà t'apprends pas à fermer le poing correctement pour ne pas te péter la main et t'es tout le temps comme ça. Même Tyson en fait quand il se battait dans la rue contre Mitch Green et tout ça, il se pétait la main à chaque fois parce que t'as pas la bonne position de main en fait de boxer à main nue et boxer pour un boxeur pro. Et surtout que là il montrait les bandes, ça s'arrêtait vraiment là. Ah oui, c'est pour clair, le poignet donc, en fait, c'est pour le poignet. Ah oui, c'est. Mais et puis t'as une façon de, il y a plein de gens qui boxent en fait même main ouverte. Par exemple sur les jabs, c'est ce que fait Paulie Malignaggi. Paulie Malignaggi, il a un jab qui est très rapide,
mais parce qu'il boxe carrément, il envoie des gifles en fait. Et ça se voyait après au ralenti, tu voyais dans ce combat contre Artem, il frappait sur le front et Artem rentrait, tu voyais son poignet qui se tordait. J'étais genre, oh, ouf, aïe, là ça fait mal. Mais cela dit, pour rendre aussi à Artem, c'est que. Il faut quand même avouer aussi un truc, c'est qu'en post-fight, Paulie Malignaggi il a fait beaucoup d'excuses. Et Artem, apparemment, s'est pété la main aussi. Hein. Faut quand même le dire. Faut le savoir. J'hésitais à le dire, mais allez, allons-y. Ça faut le savoir. Il s'est pété la main aussi. Ouais, en gros, il avait une main qui ressemblait à un extincteur. À la tête d'Artem Lobov. Ouais, voilà. mais oui, après, il y a aussi un truc, peut-être qui a joué, c'est. Évidemment, une des inconnues aussi, outre le fait que peut-être que Malignaggi n'arrivait pas à frapper main nue, c'est les clinches. Les clinches qui étaient propres vraiment au bare knuckle, qui sont un peu normalement plus longs dans la durée qui est laissée par les arbitres, où tu peux vraiment en foutre plein de gâteaux. Et là, ils ont été assez courts, les clinches, mais malgré tout, comme tu le disais tout à l'heure, on sentait que Artem, lui, il voulait vraiment en profiter au maximum, tandis que Malignaggi avait qu'une envie, c'était de s'en dégager, sauf quand vraiment c'est lui qui initiait le truc. Mais en tout cas, ouais, il en a résulté qu'on a eu. Même au début, quand il gagnait, il était quand même très frileux, Malignaggi. Ah, t'as vraiment l'impression, un peu comme quand tu eu, je pense, les sparring contre Conor, le mec qui est lâché, un peu comme ça, alors que l'autre qui a déjà cette expérience des règles et... le truc, c'est que les combattants de MMA ont quand même l'avantage de boxer avec du Fort 11, et donc ils ont déjà... Tu peux facilement te péter la main avec ces gants-là. Ça arrive souvent. Et il y en a beaucoup qui se cassent la main comme ça, donc ils ont plus l'habitude de fermer les poings. Moi, je pense que les boxeurs, s'ils veulent passer au bare knuckle, il faut qu'ils fassent un stage, tu sais, Makiwara pendant 6 mois pour apprendre à frapper, parce que sinon, ça va pas être possible. Et effectivement, le clinch, moi je trouve que c'est une bonne chose parce que c'est un truc qui a été supprimé de la boxe anglaise. Et surtout le travail au clinch. Tu vois, gérer avec le biceps pour ensuite rentrer avec l'uppercut et tout, c'est quelque chose qui était très courant dans la boxe il y a 50, 60 ans. Quand on voit des films d'archives et des trucs comme ça, on le voit, c'est partie intégrante du sport. Ça a totalement disparu. Et c'est peut-être un des rares avantages, je trouve, du bare knuckle, c'est que ça réintroduit ça. Et c'est vrai que les boxeurs sont complètement démunis par rapport à ce truc-là, parce qu'il y a beaucoup de choses que tu fais quand t'es boxeur qui sont complètement nullifiées par un clinch. Par exemple, tu sais, arriver à courte distance pour, tu vois, bob and weave, si tu poses ta main comme ça sur la nuque et t'appuies sur la nuque, tu vas pas pouvoir bob and weave, quoi. C'est pas possible. Et en fait, ça change radicalement le jeu, et ça change radicalement le sport. Ça n'a rien à voir, c'est un autre sport. Et c'est pour ça que Paulie Malignaggi, au-delà du fait qu'il avait les mains fragiles, même s'il est un boxeur infiniment supérieur à Artem, c'est pas son sport, quoi. Et il est surtout tombé face au plus grand de tous les temps. Enfin, faut s'y reconnaître. Ouais, bien sûr. Donc finalement, voilà le plus grand événement de l'histoire du bare knuckle FC. Oui, ça c'est sûr. Ouais. Qui s'est quand même terminé sans, il y a eu quand même du respect entre les deux combattants. Donc... Oui, c'était sûr. C'était pour la. Voilà. Après, je sais pas comment Paulie Malignaggi va encaisser cette déconvenue, parce que pas bien visible là-dessus. Ouais, non. Là, comme il a encaissé les sparring contre Conor, je pense. Non, mais ça va être compliqué un peu pour lui, parce que c'est vrai que ne serait-ce que dans le trash talk, t'avais d'un côté Artem Lobov qui arrivait en mode je vais le défoncer parce qu'il y a tout ce bif qui est entre nous, et puis Malignaggi qui était je vais te ridiculiser parce que clairement c'est mon territoire. Il avait beaucoup à perdre, Malignaggi. Kudos, il l'a fait quand même, mais exactement. Il avait beaucoup à perdre et il a beaucoup perdu. C'est ce qu'Artem Lobov a dit, c'est quand même c'est quand même un combattant dans le sens. Contre McGregor, il est venu en Irlande, absolument. Là il est venu au bare knuckle FC, donc respectez-le malgré tout, donc c'est ce que nous faisons. Paulie, bravo à toi. Voilà. Bien, on va avancer. Bref. Oui, on va parler maintenant de kickboxing. Les pieds sont enlevés les pieds. Tellement il est à l'aise. Ça passe un peu professionnel. Alors on va parler de kickboxing puisqu'il y avait le Glory 66 à Paris, Zénith. On y était tous les trois. D'ailleurs, Nicolas qui nous a vu. On a vu plusieurs personnes qui kiffaient la sueur, et c'est irréel, toujours aussi surréaliste. C'est toujours très sympa. C'est surprenant quand même que Domso qui se fait toujours insulter. C'est parti en bagarre générale. Il faut toujours qu'il y ait un bouc émissaire dans un groupe, parce que sinon ça marche pas. Non, mais les gens étaient très sympas avec nous. C'était agréable. On s'est pris 2-3 fois, mais normal, on va dire. Tous les fans de... Ouais, non, vraiment, les gens sont. Mais oui, en tout cas, les gens sont très sympas. Bref, donc on va parler de Cédric Doumbé qui affrontait Ali Nabiev, qui était quand même, c'était un combat. On avait tous un peu peur parce qu'Ali Nabiev, c'est quand même. Il est potentiellement très bon. Exactement, et c'est le pire match-up possible pour Cédric Doumbé. C'est d'ailleurs le dernier homme à avoir battu Cédric Doumbé, c'était en 2018. Donc quand Doumbé avait réactivé son run vers la ceinture, il avait perdu par décision partagée. Donc là, il y avait le combat. Doumbé disait à chaque fois, j'étais à 20% lors du premier combat. Là, j'ai commencé à faire un travail physique. Vous allez voir, je vais le finir par KO au deuxième round. Et Cédric Doumbé
a fini effectivement Alim Nabiev par KO deuxième round sur un KO de l'espace. Et surtout, ce qui est Polydomso va nous en parler, certains même mieux que moi, c'est surtout ces KO deuxième round, mais rien ne laissait présager ça finalement. Ouais, parce qu'en fait, c'était compliqué quand même. En fait, c'était compliqué. Nabiev a très bien boxé, j'ai trouvé. Il s'était bien adapté au style de Doumbé qui boxe beaucoup en crochet et en technique, on va dire, circulaire ou en over right hand. Et Doumbé, lui, mise beaucoup plus sur sa puissance depuis quelques combats. On sent qu'il a vraiment acquis un pouvoir de KO. Il était très athlétique déjà avant, mais maintenant on sent que quand il cogne, ça rigole pas du tout en fait. Et lui le sait, on a pleinement conscience. Et oui, voilà, et c'est pour ça. Et il a modifié son style. Avant, il avait un style beaucoup plus évasif, Doumbé, où il gagnait un peu plus au point. Ouais, mais il gagnait quasiment toujours par décision. Par décision, il frustrait ses adversaires sur sa vitesse d'exécution et sur ses déplacements. Maintenant, il est beaucoup plus frontal dans son approche. Il va boxer on dit en crunch, c'est-à-dire accroupi, et il va en fait faire beaucoup de mouvements de tête pour amorcer en fait ses crochets et gérer en contre comme ça. Il a presque plus de technique de jambes. Plus trop, à part son low kick qu'il fait, mais en fait c'est pas un low kick pour blesser, c'est juste pour fixer en fait l'adversaire pour ensuite rentrer avec les points. C'est-à-dire parce que quand tu bloques, tu t'es sur une jambe, donc potentiellement tu peux plus te déplacer, donc c'est comme ça qu'ensuite il rentre à mi-distance pour déclencher les crochets. D'ailleurs, juste, je te laisse parler juste après, mais en fait pour moi d'ailleurs c'est ce qui a fait aussi que de temps en temps on a vraiment commencé à avoir un peu chaud, c'est qu'il avait beaucoup de mouvements de tête, mais c'est comme si le fait qu'il ait lâché un peu ses techniques de jambes, il est plus devenu vraiment. Il garde des postures de kickboxer, mais il est tellement dans son anglaise que vraiment, en fait, sa défense n'est plus forcément adaptée contre un kickboxer. Et quand il s'est fait choper, c'était justement sur des mouvements de tête, soit sur des kicks, soit sur des genoux. Et c'est assez... Vraiment, on a quand même eu peur des fois. Après, à sa décharge, il est beaucoup plus offensif qu'avant. Donc déjà, quand tu es très offensif, tu t'exposes. Ça, c'est évident. Et il était contre quelqu'un qui était beaucoup plus grand que lui aussi. Donc il fallait casser la distance constamment. D'ailleurs, Nabiev n'a pas trop misé sur sa distance, il n'a pas cherché vraiment à maintenir, il s'est mis en fait à sa hauteur, il a fait ce pari-là, ce qui était technique, parce que quand tu es plus grand qu'un adversaire, si tu frappes vers le bas, on en avait déjà parlé quand on avait analysé le combat Joshua contre Ruiz, mécaniquement, t'as pas ton épaule pour te protéger. Si tu frappes à ta hauteur, t'as ton épaule et donc tu peux pas passer par un crochet par-dessus. En tout cas, c'est plus compliqué. Mais si tu frappes vers le bas, vous voyez, l'épaule elle est là et donc du coup il y a le menton qui est découvert. Donc en fait ce qu'a fait Nabiev, c'est qu'au lieu de rester très haut, il s'est mis vraiment à peu près à la hauteur de Doumbé pour pouvoir boxer avec lui. Mais ça l'a pas empêché de se faire attraper. Néanmoins, c'est vrai que Doumbé, à chaque fois qu'il rentrait, et surtout comme il rentrait en technique large, il y avait toujours, ça venait avec un certain prix en fait. Et il prenait toujours des coups dans l'entrée. Mais après, à sa décharge, il avait vu ce qui s'était passé lors du premier combat où effectivement, il avait un game plan différent, il s'était incliné. Donc là, il fallait aussi qu'il change radicalement les choses. Non, et puis je pense qu'il a très confiance en sa puissance de frappe. En fait, c'est ça. C'est là où j'allais en venir, et c'est que le premier combat, ce qui était vachement intéressant, c'est qu'ils étaient tous les deux dans une optique de vraiment faire un combat ultra technique. Le combat était somptueux. C'était magnifique. Mais c'est vrai que du coup, ils ont tellement un niveau... Vraiment, ils sont au niveau des cieux que du coup, c'est les deux meilleurs, mais ils sont vraiment tellement techniques que si tu sais que l'un ne mettra pas l'autre KO et vice versa, t'as quand même un risque de te faire outpointer s'il y en a un qui réussit à trouver les bonnes ouvertures et à les conserver sur l'ensemble du combat. Ici, c'était vraiment intéressant parce que le fait qu'il ait parié sur sa puissance, ce qui est vraiment cool en plus, c'est que vu qu'il a quand même un background de ultra technicien, c'est de la puissance, mais c'est pas de la puissance à la Roy Nelson, c'est pas des overhand, des machins. Et donc, il garde quand même un certain degré de technicité, sauf qu'il apporte en plus ce coup de battoir. Et vraiment, j'ai trouvé ça cool. J'ai trouvé ça cool que. J'ai trouvé ça cool justement qu'en fait, il fasse ce pari de la puissance, alors qu'il pourrait y aller techniquement. En fait, il est passé vraiment. Désolé, je te coupe. T'inquiète, il est passé du modèle styliste technicien à distance. À bagarreur agile. C'est-à-dire qu'il a toujours... t'as résumé en 2 mots ce que je voulais dire. C'est-à-dire c'est qu'il est dans le brawl quand même maintenant, on peut le dire, mais il a quand même suffisamment conscience et un bagage technique suffisamment élevé pour ne pas trop prendre de risques. Parce que même quand il a pris des coups contre Nabiev, il a toujours su se retirer au moment où il fallait pas s'entêter dans les moulinets. Parce qu'il y a plusieurs moments où quand il rentrait en crochet, Nabiev soit le sanctionnait avec un genou, soit le contrait avec un c'est ce qui avait manqué lors du premier combat d'ailleurs. Il s'était fait plusieurs fois toucher assez durement où il n'y avait pas eu justement ce sang-froid pour dire là,
là il faut se retirer pour prendre du recul et tout. Et donc en gros il y a eu un deuxième round de malade où ça s'est accéléré en fait. Exactement. Et des deux côtés. Et des deux côtés, c'est-à-dire les deux côtés, et jusqu'à à peu près la première moitié du round, c'était tendu. Tellement tendu. Et c'est là où en fait ce qui est la différence, c'est que en gros celui qui a gagné, c'est celui qui a imposé son jeu. C'est-à-dire c'est quand même Doumbé qui a fait que Nabiev a brûlé en fait. C'est-à-dire mais tu me disais aussi, et c'est vrai qu'on voyait le ralenti, en plus tu l'as vu en direct quand même, faut le dire à nos auditeurs, c'est le fait qu'il y a aussi le premier knockdown, c'est le fait que t'as Nabiev qui fait un clinch. Et en fait, comme les règles du kickboxing, c'est pas comme un MMA ou en boxe taille. En fait, tu peux pas, boum, amener le mec à toi et savoir que tu peux rester en clinch. Et en fait, il était dans un entre-deux qui a fait qu'il est resté un peu la tête pendante en sachant pas trop s'il devait trop l'écarter ou revenir. Et du coup, cette demi-seconde où il a hésité, il s'est fait sanctionner. Mais il s'était déjà fait toucher plus ou moins avant, mais c'est vrai que ça a été le coup de grâce. Et puis après, c'était terminé. D'ailleurs, pour moi, le combat aurait dû être arrêté là, parce que c'est vrai qu'il y a eu... Ouais, clairement, il était à l'article. C'est-à-dire, et c'est vrai que c'est un truc qui est pas du tout un hasard, je pense, de la part de Doumbé, parce qu'il a déjà fait contre un autre combattant. C'est Tongchai, et il l'avait mis KO comme ça, mais de la même manière, exactement de la même manière. Sur la sortie de clinch, au moment, et Tongchai en plus c'est un mec qui vient de la boxe thaï, classé au Raja, classé au Lucini, et tu sens que c'est juste parce qu'ils sont pas l'habitude, parce que si Tongchai avait voulu rester au clinch, il aurait eu aucun problème. C'est juste que là ils ont l'hésitation quoi. Ouais. Et donc du coup, tu vois, et après à partir de là, de toute façon Nabiev s'est levé, mais c'était vraiment de la bravado. Tu sentais qu'il était plus là. Enfin, il regardait même pas où il fallait. Bien plus de 10 secondes, oui, non, mais c'était terminé. Et c'était terminé après, parce que là, il y avait pas moyen. À part si t'es Badrari. Parce que Badrari peut prendre des trucs comme ça, il se fait un knockdown, il est à moitié mort et se relever et mettre KO l'adversaire. Mais là c'était terminé. Donc c'est intéressant de voir ce changement de modèle, de style de la part de Doumbé, parce que nous on l'a quand même connu à l'époque où il était encore dans son style plus. Pas vraiment point fighting, c'est un peu méchant de dire ça, mais plus je gagne les combats à la décision. Et surtout changer quand il reste au top. Moi, c'est ça. C'est vachement intéressant qu'il ait fait ça. Généralement, les gens qui font ça, c'est quand tu t'es pris de ces 2-3 défaites et que t'es contre, enfin, genre Luke Rockhold dans MMA ou des trucs comme ça. Alors que là. Mais ça démontre vraiment une vraie intelligence de carrière aussi. Ça, c'est vraiment impressionnant. C'est clair. Et donc là, il a ensuite challengé Murtel Grenard. Donc Grenard, c'est là qu'il y a eu finalement l'éclosion pour notre cher Cédric Doumbé. On l'avait vu aussi, nous étions là, c'était au Glory, Paris-Bercy en février 2016. Ensuite, il avait perdu sa ceinture contre Murtel Grenard par décision partagée, donc décision combien contestable. C'était à New York. assez controversé. Et là, donc maintenant, il veut un peu mettre les choses au clair contre Grenard. Pour Rust, le problème, c'est que Cédric n'a plus rien à prouver dans ce sport, puisque ça fait maintenant 1 an et demi qu'il a entamé sa transition vers le MMA. Ouais. En fait, moi, mon raisonnement, c'est juste que il est quand même en train de torpiller la catégorie Doumbé. C'est-à-dire qu'il a battu... il a déjà pour moi torpillé. Mais c'est ça. C'est-à-dire que, oui, j'ai mal choisi mes mots. Il a déjà battu 2 fois Holsken, c'est-à-dire qu'il a eu sortir. Oui, il l'a fait sortir. Il l'a fait sortir. Il y a eu 2 fois de passage de flambeau Holsken Doumbé. Maintenant, il a battu Nabiev qui avait réussi à vraiment lui tenir la dragée haute. Il a... Ok, il faudrait qu'il fasse une belle contre Grenard, mais moi, ça m'intéresse même pas en fait. Parce que surtout Grenard, maintenant, aujourd'hui, dans une... cette dynamique de carrière est complètement opposée. Ben ouais, c'est pas un Grenard qui monte. Je sais pas comment je voulais le prononcer, mais j'ai hésité. Mais voilà, en fait, c'est pour ça, là, je suis en train de me dire, mais qu'est-ce qu'a à gagner, à part peut-être pécunier ou je sais pas, mais qu'est-ce qu'a à gagner Doumbé à rester au kickboxing, sachant que il a torpillé sa catégorie, il a déjà commencé dans l'entraînement sa transition vers le MMA. En fait, je me dis, maintenant, il n'a plus que des choses à perdre à rester au kickboxing, en fait. Moi, je me dis peut-être un peu cimenter, entre guillemets, son héritage et vraiment devenir une star. Parce que pour l'instant, c'est pas encore une star. On parlait du fait que c'était... Mais voilà, c'est ça en fait. Il commence. Et je pense que s'il fait du MMA, t'es dans des organisations mineures, t'as pas de deal avec l'UFC Fight Pass et tout. Et hier, au Glory, t'avais l'UFC Fight Pass qui poussait à fond tout le chaos. Là, vous avez bien vu le public, il s'était complètement fou. Nous aussi, est-ce que je peux faire une parenthèse? Garde ton idée juste. Oui, c'est juste, je voulais remercier Cédric Doumbé, déjà. On n'a pas pu le voir après, mais je voulais remercier parce que c'est la plus forte émotion, je crois, que j'ai jamais eue dans un combat. Non, mais sans déconner, on était à côté l'un de l'autre, sans déconner. En fait, on était juste à côté du fan club d'Alim Nabiev en plus. Ah oui, Alim. Mais oui, d'ailleurs, il tapait du pied. Il a tapé du pied après. mais en gros, j'avais encore jamais vécu ça ou pendant un combat. C'est-à-dire en vrai, c'est-à-dire qu'on a vu des milliers de combats à la télé sur les Antilles, mais en vrai, d'avoir une réaction comme ça éruptive où en gros, je me suis levé en mode. Et vraiment, c'était.
tu pouvais pas t'en empêcher. C'est-à-dire que le combat était exceptionnel, il y avait vraiment des enjeux, ça allait de part et d'autre. En plus, c'était Doumbé Cocorico. Il y avait tout qui était réuni pour que si jamais il y avait un moment donné le chaos, c'était l'ambiance. Et j'avais encore jamais vécu une telle poussée. Donc, merci Cédric. Ouais. Donc avant que Rosnan coupe, parce qu'il peut pas s'empêcher de monopoliser la parole. Oui, je sais. Non, mais pardon. Non, mais c'était donc pour dire que juste que Doumbé là, il a l'occasion vraiment de devenir une vraie star, de capitaliser avec les fans sur les réseaux sociaux et tout. Et j'ai pas envie de le voir arriver en MMA et qu'il lui mette direct des sales match-up pour que, tu vois, finalement, il perde avant même d'avoir complètement entamé sa transition. Non, certes, je comprends, mais après c'est vrai que d'un point de vue compétitif, je pense qu'il n'y a plus personne dans la KT. On a vu Amicha qui est classé 4ème, qui a fait une belle performance. Super. Mais faut attendre un peu, Bon, encore un ou deux combats. Voilà, c'est ça, c'est que le mec contre qui il a combattu, c'était pas du tout au niveau. C'était clairement à faire valoir. Ça s'est vu. Il avait pas du tout la volonté de combattre ce soir-là. Éventuellement monter en middleweight combattre Pereira, mais il a un peu écarté l'idée. Non, chaud, je suis entièrement d'accord. Je sais pas. Non, il a aussi les chances de se faire mettre là aussi. Après, c'est vrai que, mais là, ce sera un vrai challenge. C'est ça que je veux dire, c'est que parce que Pereira, il terrorise sa KT. Et donc voilà, il y avait Kishenko, mais petit insight, Kishenko était juste à côté de nous. C'était extraordinaire. C'était magnifique. D'ailleurs, je l'ai pas reconnu au début parce que le mec a quand même pris. C'est un tank. Il s'entraîne vraiment beaucoup, c'est pour ça. Non, mais à Barcelone. Mais tu sais, ce gars-là, il a changé physiquement. Faudrait faire une photo de quand il avait 18 ans et quand il a aujourd'hui. C'est plus le même homme, même au niveau du visage. Déjà, il a plus déjà de différence entre l'arrière de sa tête et son dos. En fait, c'est un plat. C'est comme Drax dans le Destructeur. C'est-à-dire qu'il y a plus de nuque en fait. Et il y a plus de nez aussi. C'est assez étonnant. Mais bref, on adore Kishenko. On se moque pas du tout. Et d'ailleurs, il était juste à côté de nous. Mais après, je pense que en fait, c'est infaisable comme match parce que Kishenko, il est au Kunlun. Il est même plus welterweight. Et surtout, ce que tu disais aussi, c'est qu'il est dans une dynamique qui est maintenant totalement différente. Il y avait d'ailleurs un de ses partenaires, c'est pour ça qu'il était là, de Barcelone. Maintenant, je pense plus qu'il s'entraîne aussi dur qu'il ne s'entraînait avant. Et je sais pas. La dernière chose qu'il a fait, Kishenko, c'est qu'il a combattu 3 personnes différentes le même soir. Il a fait un combat d'exhibition comme ça en Chine où il a combattu 3 kickboxers différents, un round, tu vois. Donc il est dans d'autres objectifs, mais tout ça, pour en revenir effectivement à Doumbé, c'est vrai que je pense pas non plus qu'il ait grand chose à gagner parce que, en fait, les gens vont nous chier dessus parce qu'on tire un peu à balles réelles sur Demetrius Johnson, mais ça peut finir par faire du Demetrius Johnson dans le sens où il va affronter que des gens qu'il a déjà, soit qu'il a déjà battu, soit qu'il a. Non, c'est vrai, mais dans le sens. Il a besoin soit d'un Némésis, soit d'un mec qui vraiment le tire vers le haut. Et maintenant, les gens qui le tirent vers le haut, ça y est, il les a battus en fait. Pour moi, une dernière contre Grenard, c'est ça. Il aura vraiment dans ce cas-là. Dernière contre Grenard, si jamais Amisha a eu le temps de sniper quelques mecs, il bat Amisha. Et puis dans ce cas-là. Ce serait triste quand même, parce que si alors juste dernière chose, si Doumbé éclate Grenard et qu'il part pas directement faire du MMA et qu'il met une toise à Amisha. C'est-à-dire qu'il tue un peu le successeur et puis ensuite il se barre, donc ce serait genre ça ferait une Aldo Moicano un peu, ça ferait c'est un peu ça. Affaire à suivre. Et puis il y avait aussi également la GOAT, Anissa Meksen, donc qui affrontait Sophia Olofsson qui était condamnée d'avance et qui finalement. Elle avait théoriquement des bons palmarès. Elle était championne de boxe Thai. Elle frappait comme Ramon Dekers quand elle faisait du shadow. Exactement. Championne du Lasseur FC aussi. Ah ouais. Oui, de la première édition. Enfin bref, donc finalement c'est quoi, première round, elle a perdu dès le deuxième round. Non, première round. Première round par KO. Cut, oui, arrêt de l'arbitre des médecins. Logique, et Anissa Meksen donc qui remporte sa 99e victoire en France pour 4 défaites, je crois. Donc vraiment un palmarès impeccable. Et ensuite elle a dit maintenant il me faudra un homme. Enfin, bon, c'est effectivement, si on prend ça sérieusement, non, mais c'est vrai que dans sa catégorie, puis on en parle assez souvent, il y a vraiment personne pour elle. Là finalement on se ferait peut-être aller en MMA, mais je pense qu'il est trop tard. C'est compliqué parce que c'est toujours le problème quand on parle de sport de combat féminin. Même en boxe anglaise. En fait, même en boxe anglaise où c'est là où il y a le plus de pratiquants, où il y a quand même une certaine compétition à un certain niveau, les classements mondiaux, ça s'arrête à 50 personnes ou 60 personnes. Alors que tu prends la même catégorie en masculin, t'as 1000 personnes qui sont classées. Et en fait, c'est ça le problème, c'est qu'il y a un pool de combattants qui est ultra réduit et t'as 3, 4 noms max. Et Anissa Meksen, elle a battu tout le monde en fait dans sa catégorie. Donc il n'y a plus personne, je sais pas ce qu'elle peut faire. Honnêtement, pourrait faire Tchatchenko.
qui vient au... Bah après, ce serait quasiment impossible, mais surtout, Shevchenko n'aurait aucun intérêt, en fait. Ah oui, non, il n'y a aucun intérêt, mais je veux dire, sportivement... Sportivement, oui. Si on veut, à un moment donné... Sportivement, oui. Bien sûr, ça c'est clair, mais c'est infaisable. Ouais. Et vous voudriez l'avoir en MMA ou... Mexen, pourquoi pas? Ouais. D'autant plus que maintenant, c'est tout ce qui lui reste. Je sens la passion dans cette discussion. Ouais. Non, oui, effectivement. Non, elle est impressionnante, c'est-à-dire que voilà, le problème, c'est que comme c'est du kickboxing féminin et qu'il y a beaucoup moins, en fait... Il n'y a pas grand-chose qui se dégage aussi. Ouais, bah, tu sens qu'il y a moins de combattants, que le niveau n'est pas forcément le même que sur des kickboxers masculins. En fait, on est critiqué souvent parce qu'on tacle un petit peu. On n'est pas trop méchant. Moi, ce que je lis sur internet et tout, on est plutôt mesuré, je trouve, sur nos propos sur les sports de combat féminin. Mais c'est vraiment un problème c'est pas un problème inhérent à la physicalité des athlètes. C'est pas un problème de vitesse, de force et tout ça. C'est vraiment un problème. Moi, je suis persuadé que plus il y a de gens, plus il y a de compétition, plus le niveau augmente en fait. Comme en football féminin. Et en MMA féminin ou en sport de combat féminin, en général, il n'y a pas assez de personnes. Et donc du coup, Anissa Mexen, elle est très très bonne. Ouais. Tu vois, en valeur relative, c'est-à-dire si tu la mets par rapport à sa catégorie. Mais ce qu'elle fait par rapport à n'importe quel kickboxer masculin dans le top 100 mondial, il n'y a rien d'exceptionnel. Et je le dis avec tout le respect que j'ai pour elle, c'est très courageux d'aller... et c'est la meilleure, c'est la meilleure. Il n'y a pas de doute possible. Mais c'est juste qu'elle n'est pas habituée... Mais c'est pas de sa faute, comme elle n'est pas habituée à rencontrer des... D'ailleurs, c'est ce qu'elle a dit, elle me dit pourquoi pas un mec. C'était un peu une boutade, mais c'est vrai que c'est ce qui jamais poussé dans ses retransformations. C'est ce qui la ferait progresser en fait. Ouais. Et pour ceux qui me disent tu dis n'importe quoi, je renvoie à une vidéo. J'allais le dire. Très instructive. Est-ce que ça commence par Lucia et ça finit par Riker? Ouais. Alors je dis juste, est-ce que vous avez vu c'est quoi le film de Clint Eastwood Million Dollar Baby. Million Dollar Baby. La méchante à la fin, c'est une vraie combattante. C'est Lucia Riker. D'ailleurs, elle a vraiment brisé la nuque Hilary Swank d'un film. Mais en gros, c'est une très très bonne combattante. Ouais. Il y a beaucoup, à la fois boxeuse et à la fois kickboxer. Il y a beaucoup de gens qui ont dit que Laila Ali l'avait évité pendant toute sa carrière, donc quand même. Ça vous dit un peu le pédigré. Ça vous dit un peu le pédigré. Invaincu au kickboxing, invaincu en boxe. C'est une tueuse. C'est-à-dire que c'était l'équivalent de ce qu'est Mexen aujourd'hui en fait. C'est-à-dire qu'elle peut-être même plus. Elle mettait des trampes à toutes les filles, et avec violence, avec agressivité et technique. Parce que Mexen avait peut-être moins ce côté puissance pure. Enfin bref, pour tout. Et donc du coup, je laisse. Voilà. Après cette introduction. Alors en fait, le truc c'est que ce qui n'arriverait plus jamais aujourd'hui, parce que voilà, aujourd'hui c'est plus possible au 21e siècle, bien pensant, c'est bossé au 21e siècle, cela dit, mais en gros, ils ont organisé un combat, puisque Lucia Riker n'avait plus aucun... il n'y avait plus aucun challenge pour elle, en fait, dans le monde du kickboxing féminin. Ils ont dit, ok, on va voir du coup ce que c'est qu'une kickboxeuse féminine contre un kickboxer masculin, puisque de toute façon, elle n'a plus que ça, en fait. Ils ont organisé un combat donc c'était Lucia Riker contre un mec qui faisait aussi 59 kilos, et qui était... Vraiment, si on est tout à fait honnête, un sombre kickboxer néo-zélandais qui s'entraînait à la team, je crois que c'est Rajaderm, dans Lumpini New Zealand, un truc comme ça. C'est-dire, en gros, c'est un boxeur de club. Honnêtement, on peut c'est un boxeur de club. Bon boxeur de club, mais c'est pas. On n'en a pas entendu parler avant, on n'en a pas entendu parler après. Mais ça se sentait, cela dit, il avait de la technique. On sentait dans la vidéo, il était quand même très bon. Et voilà, ils ont organisé un combat homme versus femme. Vous pouvez aller voir sur YouTube, vous tapez Lucia Riker versus Man. Et en fait, d'ailleurs, on dit pas versus le nom du gars. Oui, parce que et en gros, ce qui se passe, c'est qu'il y a un premier round où clairement, tu sens que effectivement, elle est super technique, Lucia Riker. C'est-à-dire qu'elle met des bons coups. Je te vois sourire. Je sais. Non, c'est vrai. Non, mais genre, en fait, je sais que tu souris pour ce qui va se passer après, en fait. Mais c'est le truc, c'est que elle arrive même à faire quelques sweeps, elle arrive même à choper la jambe du mec. Tu sens que c'est une super bonne kickboxeuse. C'est juste qu'à un moment donné, en fait, elle essaye de le mettre KO. Et là, le mec, en gros, fait « Ah bah ok, si on y va comme ça, on y va comme ça. » Et au bout de 3 secondes, en fait, il l'a mis KO. Mais il l'a mis KO salement. Ouais, c'est-à-dire que Lucia Riker commence à faire « Ok, on y va. » Elle commence à mettre des gros coups de battoir en essayant de le coincer dans le coin. Et le mec fait « Ok, je suis dans le coin. Bon, j'imagine que j'y vais. » Et je crois qu'il met un genre 1, 2... Et lumière éteinte et tout. Et... C'est pas la même puissance, c'est pas la même. Bon, bref. Il y a quand même Jermaine Derandami et les autres Jermaine qui a battu un mec. C'est vrai. C'est vrai. Après, c'était un gars, il avait quoi, 50 piges. C'est ça, aussi. Donc, mais bon. Tout ça pour revenir sur le fait que Anissa Mexen, en fait, c'est terrible. Elle paie en fait
elle paye le prix d'être dans une société où les petites filles ne veulent pas faire du kickboxing et préfèrent faire de la danse et tout ça. Parce qu'en fait, je pense que s'il y avait plus de gens et un meilleur niveau, elle pourrait peut-être plus s'exprimer. Ça, c'est clair. Et on peut pas lui en vouloir pour ça. Maintenant, c'est vrai, qu'est-ce qu'il lui reste à accomplir à part une transition en MMA, je vois pas. Et puis surtout que ça fait un moment que la question se pose. Parce que clairement, là, elle avait rien à gagner. Parce que là, elle est en train juste de d'éclater tout le monde, quoi. Et surtout que là, ils sont obligés aussi de précipiter. À la manière, quelque part, pour le coup, de Demetrious Johnson, il précipite des contenders. Ouais, voilà, comme ça. Bon, cela dit, pour rendre à César ce qui appartient à César, je trouve que la technique sur laquelle elle a ouvert à l'arcade Orsola, c'était très beau, très joli. C'est la feinte de jab avec le high kick façon Peter Hertz. Tu caches la vision et tu mets le high kick derrière. Ouais. C'était très beau, très fluide. En plus, elle a fait ça en reculant. Donc il faut lui rendre ça. Elle progresse techniquement en plus. C'est ça que je voulais dire. C'est qu'avant, c'était quand même un peu pour le coup une brawleuse. Qui misait beaucoup sur ses capacités athlétiques. Elle a fait tout son training camp au Tiger Muay Thai. Parce qu'en fait, c'est ça le problème que j'ai avec aussi le kickboxing féminin, c'est que tu sens que c'est encore plus... la différence se fait encore plus sur les capacités physiques que chez les mecs. C'est-à-dire chez les mecs, la technique te permet parfois de compenser un manque d'explosivité athlétique et tout, et tu vois des gars qui sont moins bons, moins rapides, moins forts, battre des gens plus athlétiques. Alors que chez les nanas, tu vois tout de suite à un moment donné qui a le pouvoir de KO et qui l'a pas. Et qui va se recroqueviller en mode fœtus humain, je prends tarif, et qui prend le dessus direct. Et tu vois ça tout le temps en fait. Ouais. Et moi j'aime pas trop voir des trucs comme ça où il y a une disproportion qui est telle que tu te dis pourquoi ils sont dans le même ring. Oui, parce qu'en plus c'est la réflexion que tu m'as faite, je crois, juste après qu'on soit sortis tous les trois. C'est tu nous as fait d'ailleurs, je sais pas pourquoi je me mets en avant comme ça. Mais c'est le fait que c'est presque pas juste en fait. Elle a tellement un différentiel de puissance par rapport aux autres nanas que tu dis c'est pas juste. Forcément elle va gagner en fait. Elle a une technique qui est astrale en même temps et juste elle a une puissance qui est deux fois supérieure. Une différence de moyens. Enfin bref, en tout cas bravo Nissa Meksen, on attend avec impatience ton retour sur le ring. Petit point rapidement sur la boxe, puisque messieurs, Alexandre Usyk, un des hommes que nous apprécions particulièrement, donc il va monter en poids lourd, là c'est officialisé, il n'affronte pas donc Takam puisqu'il était blessé au biceps, mais étant la poule aux odeurs de la WBO puisqu'il était propriétaire de la ceinture Cruiserweight, il avait remporté les World Super Series exactement, donc là il est challenger obligatoire à la ceinture poids lourd de WBO qui est actuellement autour du bid de notre cher Andy Ruiz Jr., autour de la taille d'Andy Ruiz Jr., et qui va lui avoir la revanche contre Anthony Joshua, donc ce qui veut dire que le vainqueur de Ruiz Joshua 2 affrontera Usyk. Alors moi je suis un peu partagé sur ce truc-là. Je suis content qu'on voit Usyk s'exprimer au plus haut niveau, mais j'aurais bien aimé un petit combat de chauve quand même en poids lourd avant. Parce que là c'est un peu brutal. Ça fait un bon quand même. Il y a quand même un bon, même si Usyk a l'expérience et qu'il a déjà, on rappelle en amateur, il a déjà combattu des poids lourds. Après c'est l'exemple qu'on ressort toujours à chaque fois, mais il a battu Joe Joyce. C'est toujours bon. Quatrième fois qu'on le dit. Oui, mais c'est sûr. Mais voilà, mais c'est vrai que passer directement en boxe professionnelle, rencontrer Andy Ruiz ou Anthony Joshua comme ça, comme premier combat d'accueil, c'est chaud quoi. C'est chaud. Et ça m'embête qu'il catapulte en fait Usyk comme ça, parce que je pense qu'Usyk, si tu lui fais gagner 2-3 combats, il y a moyen de le vendre comme le nouveau Holyfield. Ouais, mais complètement. Et puis t'as ce côté menace venue de l'Est, tu vois. Ouais. Et voilà, et alors que là, il y a moyen qu'il se fasse mettre KO dès son premier combat en poids lourd et que t'éteignes la hype définitivement, parce qu'après... c'est très compliqué. Après, la chance qu'il a, c'est comme c'est après la revanche qui est prévue vraisemblablement pour novembre-décembre, il pourrait peut-être lui caser un combat. J'espère. Mais voilà. C'est ce qu'on espère tous. Ouais, moi je pense que c'est ce qu'il faut. Faut qu'il fasse ses marques et du même calibre qu'un Takam, c'est-à-dire un mec quand même très très chaud, mais qui soit pas encore pour le titre et pas un des top 4. Tony Oka. Bref, messieurs, bien, voilà, c'était le podcast de la semaine. Ouais. Soit.